Ça y est, 34e chapitre de Pain sur la planche et on passe un palier parce qu'on a atteint les 1000 abonnés. Alors aujourd'hui, ça représente plus grand chose d'avoir 1000 abonnés sur YouTube, mais pour moi, ça me fait quand même vachement plaisir. Ça montre que quand même le travail il plaît et j'espère qu'on va continuer dans cette direction. Encore une fois, moi j'ai la liste d'invités que j'aimerais avoir, mais s'il y en a que vous aimeriez avoir, n'hésitez pas à m'en faire part, comme ça je pourrais les contacter et je pourrais voir s'il y a éventuellement moyen de faire quelque chose avec eux. C'est toujours cool aussi de sortir de la zone que je me suis fixée pour aller découvrir d'autres auteurs. À part ça, ce 34e chapitre, c'est Mimo qui est notre invité. Mimo, c'est le dessinateur du manga Dom, et Dom, c'est une référence du manga en indépendant en France. C'est une histoire shonen, un classique bien comme on les aime. Ça se voit que Mimo teste des choses dedans, et je pense que l'indépendant, c'est aussi fait pour ça. Mais là, on commence à voir qu'avec ce 3e tome et bientôt le 4e, il se professionnalise. Cet épisode, encore une fois, a été tourné dans le cadre du festival de la BD d'Angoulême. On était chez Mimo du coup à Angoulême, et quel plaisir de voir où il travaille, comment il travaille, etc. Il vous dit tout dans l'épisode, il vous raconte des anecdotes assez folles comme celle avec Wes Anderson, mais je vous en dis pas plus et je vous souhaite un très bon 34e épisode de Pain sur la planche. Moi je suis ici pour parler de toi, Ouais. pour parler de Dom, forcément, qui est je pense le manga pour lequel t'es le plus connu aujourd'hui. J'en ai pas d'autres. Hein. Il y a des petits projets qui se baladent sur Manga Draft, des petits one-shot. Non, ça vaut rien. Ça vaut rien. Ouais, non, ça vaut rien. Et tu fais ça toujours avec William. Tous tes projets sont faits avec William. À peu près, ouais. C'est un pote d'enfance? Ouais, du collège. C'est un pote du collège? Ouais, en fait, tu vois Bakuman? Ouais. Bah, nous, mais sans le succès. Bakuman galère. Ouais, Bakuman, ils sont édités à 14 ans. Hein. Il y a un moment, la fiction, c'est très romancé. C'est vrai. Ok. Galère à avoir un animé et à avoir des millions de lecteurs, oui, bon, bah, ouais, c'est la galère, ouf. Donc, non, en fait, en vrai, quand j'étais gosse, j'avais vraiment cette vision-là avec William de Bakuman. Ok. Parce que c'est quand même ils ont le même âge, j'ai découvert ça à ce moment-là. Et c'est lui qui m'a proposé de faire des histoires en 4e. Okay. On était potes depuis la 6e à peu près. Et tu dessinais déjà? Moi, je dessine depuis tout petit, comme tout le monde. Je pense que tous les artistes que j'ai dans le podcast. En fait, on a tous dans notre vie dessiné quand on était en maternelle. Ouais. Et puis il y en a, ils ont écouté la prof de maternelle qui a dit « Oh, tu dessines vachement bien !» Et ils ont tous à continuer. Et il y en a d'autres qui ont arrêté, il y en a qui ont continué. Et nous, on est ceux qui ont continué. C'est ça, c'est exactement ça. En tout cas, je pense qu'il y a ce truc-là d'avoir des compliments. Et puis, sur l'activité que tu as chez ta maison, moi, j'avais pas beaucoup de télé ou autre. Ouais. Donc, tu vois, tu dessines, tu vois, t'as pas d'autres choses à faire. Enfin, bref. Et c'est William qui m'a proposé. Et il a de la chance parce que souvent, les scénaristes un peu amateurs indés, ils ont du mal à trouver des dessinateurs. Ouais, surtout quand ils ont 12 ans. Surtout quand ils ont 12 ans, mais même aujourd'hui, tu vois, moi, je reçois plein de messages de scénaristes qui veulent faire des projets avec moi. Okay. Et l'inverse pour William n'existe pas. Tu as des dessinateurs qui viennent vers les scénaristes, c'est plus rare. D'accord. Donc voilà, un duo qui se formait. Tous les jours, il venait avec plein d'histoires différentes. Et moi, je dis, oh, super, tout ça. William dessinait pas, lui? Non, du tout. Il a essayé, en vrai. Et quand on fait des dédicaces ensemble, je le force un petit peu à faire des petites têtes, des petits trucs. Même s'il me dit que c'est moche, moi, je trouve ça rigolo. Je sais un truc en plus pour les lecteurs. De toute façon, une dédicace, on s'en fout que c'est joli en général. Enfin, c'est pas c'est plus le geste. C'est le geste, c'est la rencontre, c'est l'échange, quoi. Au collège, on a plein d'histoires. Mais tu sais, quand t'es jeune, tu trouves plein d'excuses pour pas faire les choses. Ouais. Tu vois, que ce soit oh, j'ai pas le bon matériel. Moi, je dis souvent ça, que j'avais pas les bons papiers, j'avais pas encore de plumes, je commandais pas sur internet. Ouais, j'avais pas d'outils et je faisais pas beaucoup de pages. Il y avait plein de projets où avec l'histoire était dense, super complexe et on faisait rien. Et en fait, quand on avait 18 ans, quand je suis sorti du lycée et de la fac, j'avais fait un an de fac où il s'est pas passé grand chose. T'as fait quoi comme bac? Art appliqué. Donc t'étais déjà dans une optique de continuer dans le dessin. Ouais, en fait, c'était clairement pas ma cam. Okay. Mais c'était déjà mieux que le général, je vais pas me plaindre non plus, quoi. Mais c'est du design, quoi. Le design, c'est de la commande, c'est des contraintes. Donc on n'est pas dans l'art, quoi, plastique. Il y a vraiment une vraie différence entre les deux. Et ouais, à 18 ans, on s'est dit voilà, si on veut devenir prof, faut qu'on fasse des planches, là, on fout rien. Pendant ma fac, j'avais fait un petit one shot. Tu l'as dit, j'ai des petits projets sur mon Draft. J'ai un petit one shot fait solo. Ouais. Justement, qui s'appelle One Shot. J'ai pas trouvé de nom. Oui, d'accord. Une trentaine de pages que j'ai fait tout seul de mon côté. Et en fait, Dome, c'est une histoire qu'on avait depuis le collège et qu'on a mis en stand-by de côté parce on faisait d'autres choses. Et on l'a ressorti parce que c'est celle qui nous intéressait le plus. Et quand tu dis un an de fac, c'est Angoulême? Non, à Montpellier, la même fac. À Montpellier, ok. La même fac qu'avait fait Renaud Lemaire. C'est vrai? Ouais, Paul Valéry, une fac exécrable. Ah ouais, t'étais en quoi? En art plastique. Ok, et éclaté. En fait, non, c'est pas...
je peux pas le juger parce que j'ai fait 6 mois de fac, on va dire. Ouais. J'ai essayé un semestre, j'ai pas réussi. La fac, c'est beaucoup de travail à la maison et c'était un truc que j'avais du mal. Où quand tu sors du lycée, on te dit quoi faire, tes cours sont cadrés. J'étais pas trop du genre à faire mes devoirs, tu vois, derrière Ouais. chez moi. Donc, t'arrives à la fac où t'as que des devoirs techniquement. C'était complexe, quoi. Donc, c'était pas pour moi à ce moment-là. En tout cas, j'étais pas prêt. J'étais pas mentalement prêt à ce truc-là. Pas mature peut-être sur Ouais, ce travail d'autonomie. j'avais aucune autonomie. J'ai toujours du mal d'ailleurs. Hein, Ça faisait quoi? Ça jouait aux jeux vidéo, ça sortait, ça. Bon, c'est l'année où Overwatch est sorti, je vais pas te mentir. Ok. Voilà, quoi. Oui, bah oui, parce qu'on a passé, on est de la même année, c'est-à-dire qu'on a passé le bac en même temps. 2016, ouais. Exactement. Je me rappelle qu'il est sorti pendant les révisions du bac, et c'est terrible. Moi, j'ai eu mon premier ordi, ça a été pour fêter mes 18 ans et Ok. et le bac réussi. Donc, ouais, j'ai beaucoup joué. J'ai quand même réussi en fait, à Montpellier, vu que je sortais pas beaucoup, parce que j'étais pas dans Montpellier, j'étais dans une ville qui est à côté. Et donc, pour aller en centre-ville, si je loupais le dernier bus, tram, je sais pas quoi, le ouais. dernier tram à minuit, bah, j'étais mort. Donc, ouais, je suis pas du genre à me faire beaucoup de potes. Donc, voilà, j'avais trouvé un cours de manga pour adultes sur Montpellier. Pas tant pour apprendre à dessiner, parce que c'était pas la question, mais juste pour me faire des potes qui ont à peu près le même centre d'intérêt. Oui, ça, avancer avec des gens qui Voilà, aiment les ça. mêmes choses, ouais. Et me mettre une date de sortie de mon isolement, tu vois, de mon Ouais. ermitage, au moins une fois par semaine, quoi, de me dire, ok, je rencontre des gens et tout. Et c'est dans ce cadre-là que j'avais fait ce petit one-shot de 30 pages, D'accord. justement. Et après la fac, avec William, on s'est dit, ah, là, on veut devenir pro. Moi, je le vois bien en tant qu'étude, j'arrive pas. Lui, il est déscolarisé parce qu'il a encore plus de problèmes au niveau scolaire. Donc, il fallait qu'on s'entraîne. On a ressorti Dome pour s'entraîner au départ. C'est un projet d'entraînement. Hein. On teste, les gens nous disent on teste plein de choses sur Dome, mais c'est aussi une des raisons, c'est que graphiquement, scénaristiquement, c'est prendre du niveau. Et les gens ont suivi, se sont accrochés au truc. En fait, on n'a jamais choisi l'auto-édition. Tu vois, c'est plus notre parcours qui nous a amené là-dedans. Moi, mon père m'a toujours dit, parce que mon père il fait de la gravure. D'accord. Donc, il aime l'objet artistique plastique. De métier. Il était prof de gravure aux Arts Déco. Ensuite, il était prof, et surtout prof de gravure. Mais c'était son activité principale autour de la gravure. En tout cas, une de ses activités principales. Ouais. Aujourd'hui, il en fait plus trop. Okay. Mais moi, j'ai grandi avec lui en tant qu'artiste, entre guillemets, même s'il se considère pas trop comme ça c'est un autre domaine, qu'importe. Et il m'a toujours dit, une BD, c'est un bouquin, quoi. Et toi, ok, tu fais des pages, tu fais des petits machins de ton côté, mais la finalité, c'est que t'as ton livre dans tes mains, tu vois. Et j'avais toujours en tête de me dire, faut au moins la Dôme, on avait assez de pages. Les gens étaient assez actifs sur Internet autour du projet. Réceptif, ouais. Il y a assez réceptif. On avait beaucoup de chance parce que je connais des gens en 2019-2020. Il y en avait plein c'était pas encore le top du. Mais c'était avant le Covid, donc forcément. Avant le Covid, c'était encore un peu juste, quoi, niveau les Ulule et tout. C'était pas ça. Mais je voulais au moins un livre, quoi. Et du coup, on a fait le Ulule tome 1 aussi. Pour avoir la finalité du livre. T'habites déjà Angoulême à ce moment-là? Quand je commence le tome 1, non. Mais quand je le finis, oui. Donc tu fais ton tome 1 pendant que tu fais les Beaux-Arts à Angoulême. Ouais, à moitié prépa. J'avais fait une prépa, du coup, après l'an de fac, parce que sinon je savais pas quoi faire. Et au bout d'un an, du coup, entrée aux Beaux-Arts. Et je passe un peu mon temps à faire Dôme. Mi-2019, je suis viré de mon école, parce qu'il y a des soucis internes en termes de logistique et il fallait qu'ils dégagent des gens. Et en vrai, j'étais pas le plus gros travailleur, donc voilà, je fais partie de la liste. Ok. Et du coup, moitié 2019 et début 2020, je suis encore aidé par ma famille à ce moment-là. Oui, puis en 2019-2020, t'as 20 ans, quoi. Ouais, voilà, j'ai 20 ans. Donc, je suis à fond sur Dôme. J'avance les pages. En janvier, je trouve un service civique dans une école primaire qui m'aide à subvenir à mes besoins. Là, je finis, on va dire, à ce moment-là, Dôme. Sauf que, au moment où je contacte l'imprimeur, Covid, moi, j'avais plein de choses de prévues pour Dôme, faire la Japan Expo en 2020. Je me suis dit, allez, je vais faire le tour des conventions, des salons, des libraires et machin. C'est bon, t'étais parti dans ta tête. Fini. Rien. Rien pendant un an et demi. Il y a juste le libraire Cosmopolite à Angoulême qui m'accueillait pour des petits événements, même pendant le Covid. Celui chez qui tu fais une dédicace Non, pas celui-là. Là, je vais faire une dédicace chez Manga 4. Ouais, c'est ça, pardon. Sur la nouvelle librairie spécialisée manga, donc je teste. Mais les années d'avant, je dédicaçais chez Cosmopolite, qui sont toujours très sympas avec moi et qui m'invitent à chaque fois à tous leurs événements. Et ouais, donc j'étais un peu bloqué freiné par le Covid, mais en même temps, le Covid, ça a fait
un renouveau du manga indé français sur Internet, où tous les gens, tu sais, on s'en moque un peu des fois, mais les gens qui disent, oh, venez voir mon manga, il va révolutionner le manga français, je vais faire un shonen de malade et tout. Et les gars, ils font rien. Mais en même temps, bon, après, les gens travaillent, étudient, il y a aucun mal, mais c'est juste ce qu'ils peuvent dire, tu vois, ce côté. Mais là, pendant le confinement, les gens qui disaient ça, ils ont enfin sorti leur projet, quoi, tu vois. Et c'était fou parce que même les gens où tu disais, ok, c'est juste des grands parleurs, bah non, là, ils ont fait des projets. Même si c'était un chapitre, mais c'était 20 pages, au moins, il y avait un truc concret, quoi. Et il y avait un engouement qui était plaisant, quoi, qui était que positif. Vu que les gens avaient rien d'autre à foutre que d'être sur Internet et quand ils allaient tout regarder sur Netflix, qu'ils savaient plus quoi foutre, ils allaient lire des mangas, tu vois. Ouais. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les mangas indés sont souvent gratuits et entièrement disponibles sur Internet, sur Manga Draft. La plupart du temps sur Manga Draft. Ouais, parce qu'il y a plein de plateformes qui essayent, mais de se lancer spécialisé manga français, d'avoir une com et tout. Souvent, ça galère un peu. Et souvent, c'est plein de bonne volonté, hein, Ultra Shot, des trucs dans le genre. Il n'y a pas de mal. Et moi, je mets mon projet dessus avec plaisir si ça peut leur attirer un peu de lecteurs, mais c'est compliqué. Je crois que Manga Draft sera un peu le... Bah, ça réunit tout, quoi, pour l'instant. Ça réunit tout. Et à Manga Draft, t'as pas de sélection. Genre, tout le monde peut poser son truc. Ouais, c'est ça. Et c'est comme ça que tu trouves les pépites. C'est pas en allant sélectionner des auteurs. En tout cas, dans l'indé, je trouve. Parce que, ok, une maison d'édition, c'est normal qu'elle fasse ses choix. Bien sûr. Ça va pas sortir tout le monde, mais tu vois, moi, quand j'ai commencé le chapitre 1, on était personne, on n'avait pas le niveau, parce c'était notre première BD, vraiment, le premier chapitre de Dôme, quoi. La première fois que j'utilisais la plume de ma vie, c'est sur la page 1 de Dôme, tu vois. Donc, ouais, vraiment, tout a commencé avec Dôme, et on n'aurait jamais été sélectionné sur ce genre de site. Clairement. Et au final, on est quand même dans le haut niveau de la classe moyenne du manga français. Dans l'indé, Dôme, ça a son petit nom quand même. En fait, dans l'indé, t'as genre des trucs qui, quand tellement percé que c'est même plus à notre échelle, genre Dragon Ball Kakumei, même des BD un peu plus indé, ou on pourrait dire c'est pas trop du manga, mais quand même Maliki, des trucs comme ça. C'est de l'indé, mais genre le niveau de gestion aussi de la boîte et des gens derrière, ça n'a rien à voir avec de l'indé comme on pourrait penser, où c'est juste moi derrière mon compte Twitter et TikTok qui fait des trucs de temps en temps, qui poste mes dessins et les gens suivent. Tu vois, là, il y a de la mise en œuvre en plus, quoi, derrière pour amener les lecteurs. Et justement, je pense que beaucoup de gens pendant le confinement ont commencé le manga indé avec Dôme. Je me souviens, il y avait eu des petits sondages comme ça et Dôme revenait souvent et ça fait super plaisir, quoi. T'avais abordé un truc qui est intéressant, c'est que au moment où toi, dans ta tête, t'étais genre déter à aller faire les conventions et tout, ça s'arrête. Ouais. Pendant le confinement, tu fais quoi? Je sur le tome 2 direct. Tome 2 direct. L'été 2020, on se décide de faire un chapitre par mois avec William. Okay. Et on arrive à tenir le rythme. Le tome 2, c'est le plus rapide qu'on ait fait des 3, de loin. Okay. On l'a fait en 10 mois à peu près. C'était un super rythme. On arrivait à avoir un cas, tu vois, même si des fois les chapitres faisaient 20 pages, des fois 30. C'est très aléatoire. Des fois, le nombre de pages, on se limite pas, tu vois. En fonction de ce qu'on veut faire, on n'est pas édité. Et c'est juste nous, en termes de boulot, faut qu'on se calme des fois sur ce qu'on veut faire. Le tome 3, il fait 260 pages, donc ça fait quand même... C'est un beau tome. C'est un beau tome, quoi. Et tu vois, là, tu expliquais aussi que, il y a confinement, machin, tout ça, il y avait eu une montée manga français, indé. Mais toi, tu sors ton Ulule avant le confinement? Ah ouais, le Ulule, il est pendant Noël. Et tu vois, tu fais quand même 4200 € sur les 750 voulus. Ouais, on a dit 750, mais c'était un chiffre ridicule. C'était impossible qu'on fasse comme ça avec 750. Genre, on aurait eu atteint que les 750. Je sais pas comment on aurait fait. Ouais. Mais en fait, les 750, c'était parce que de base, on voulait passer par Pixar Printing, qui est une boîte d'impression qui est pas trop chère, mais qui est nulle en termes de résultats. Enfin, il y a du moirage, tout ça. Il y a du moirage. Je sais que Tipio, elle a eu des bouquins qui étaient imprimés dans le sens inverse, genre en version française. Du coup, ils lui ont renvoyé les tomes en bonne version, mais elle a toujours chez elle 400 bouquins dans le mauvais sens, tu vois. Enfin bref, il y a plein de soucis avec eux. Heureusement, leur SAV, il est sympa et il te renvoie vite les choses s'il y a des problèmes. Ouais. Mais au départ, on voulait passer par eux. Et par rapport au prix, je crois que c'était 500 balles pour genre 50 bouquins. On voulait faire 50 bouquins ou 100 bouquins, pas plus. Et puis, on comptait le reste pour les frais de port, tu vois. Et en fait, on fait le Ulule, on atteint les 4000 €, on est content. On est super content. Et à ce moment-là, t'as une boîte d'impression, un imprimeur qui s'appelle Typo Libris,
qui nous contactent en fait. Vu que nous, notre seule autre solution, c'était Peter Printing, qui personnellement me plaisait pas forcément, mais c'était ce que je connaissais. Et ben on allait vers Typo Libris et on est un peu leur premier manga, enfin indé. Je sais qu'après j'avais dit aux autres amis genre Karel, Café Rage, d'aller chez eux, donc ils ont eu d'autres mangas derrière. Mais voilà, on était plutôt satisfait du résultat. À l'époque, le papier coûtait pas encore trop cher. Là aujourd'hui, c'est compliqué. Mais ouais, on a eu beaucoup de chance avec le premier Ulule, on se rendait pas compte. Et surtout 200 personnes qui participent, c'est énorme quoi. On s'attendait pas à ça quoi, surtout. Et après, tu l'as dit, un mois, un chapitre, ça amène sur un tome 2. Ouais. Ça repart direct en Ulule. Direct, vous faisiez le tome 2 en se disant on fait un Ulule à la fin. Je pense, ouais. Je me souviens plus trop de à l'époque, mais je crois qu'on était assez dans l'effervescence du premier bouquin. Et en fait, à la fin du premier tome, on se sentait pas encore au niveau pour être édité. Ouais. Aussi ça, la question, c'est que, en fait, on décide un peu à chaque tome. C'était au tome où on décide où est-ce qu'on en est dans notre vie, où est-ce qu'on va. Et à la fin du tome 1, on se dit, bah là, c'est le confinement. On n'a pas le niveau pour être édité, on va se faire refuser de partout. Parce qu'à la fin du tome 1, ouais, on a encore des lacunes, hein. Et bah, on se dit, bon, bah, le tome 2, on le lance. Et puis, on a une vision. Nous, Dôme, on sait où on veut aller loin. C'est une histoire longue, Dôme. Ouais. Du coup, tant qu'on peut continuer, nous, c'est avec plaisir. Et ouais, le tome 2 se fait. Pareil, on n'a pas envie de lancer un tome et de pas faire de Ulule à la fin. Bien sûr. Même si on fait 3 chapitres, au moins on va au bout. Enfin, on fait en sorte que les gens, ils aient tout ce qu'on est produit en format papier au bout d'un moment, quoi. Donc, on fait en sorte que, ouais, à la fin, ils aient un livre. Et pareil, on le sort novembre-décembre de 2020, je crois, le Ulule. Et à ce moment-là, t'es à plein temps sur Dom. Ouais, toujours. Tu te mets à plein temps sur Dom parce que t'as son service civique qui est fini. Ouais, je vivote. Je vivote de quelques conventions que je peux faire et des ventes du tome. Quand il y a le tome 1, je le mets en vente en septembre 2020 parce que c'était le temps d'envoyer à tout le monde les livres via la poste, de préparer Au départ, on voulait un site Dôme, ce qu'on n'a jamais fait parce que faut trouver quelqu'un pour le faire, faut payer, enfin voilà, l'hébergement, tout ça. Au départ, je pensais que ça allait être plus simple que ça. Au final, non. Donc j'avais créé sur un site tierce une vente de Dôme, quoi. Et il y a eu 100 personnes d'un coup. Ah ouais? Ouais, parce que les gens attendaient, en fait, il y avait plein qui avaient loupé le Ulule. Parce que justement, il était avant le confinement et beaucoup nous ont découvert pendant. Donc ouais, il y a eu une petite effervescence de vente au tout début 2020 où j'en ai envoyé pas mal, vu que c'est moi qui m'occupe des envois et tout, donc j'avais pas mal de boulot là-dessus. Donc j'ai voté là-dessus et plus j'étais dans la coloc où j'avais très peu de frais, en fait. Ouais. Une coloc à 5, mon loyer c'était 200 balles et en termes de charges d'électricité, tout ça, c'était assez minime, quoi. Donc je pouvais vivoter avec ce que j'avais, plus les APL, enfin les aides sociales. Donc voilà, j'y votais comme ça. Et même après avoir parti de la coloc, parce que je me suis aménagé en couple, j'ai continué à plein temps, j'ai essayé à plein temps sur Dôme. Après le tome 2, j'ai eu un peu une traversée du désert où j'avais du mal à avancer sur le tome 3, donc c'était plus complexe. Là. Pourtant, le tome 2, il a quand même eu un gros succès, hein, si on reprend Ulule, ouais. En termes de chiffres, c'est énorme. Enfin, c'est genre un gros Ulule. En fait... Parce que vous avez pas non plus... Au-delà, des fois t'as des Ulule qui sont plus gros, etc. Mais derrière t'as des moyens de com, ils font des tournées de plateau, tout ça. Ça vous faites pas? Moi j'avais même pas contacté un seul influenceur pour les filer en vous dire est-ce que tu veux le bouquin et tout. J'ai rien fait de ça. Bah c'est ça. Et pourtant vous faites un score de malade, 13 000 euros. Il y avait encore un palier au-dessus à 25 000. Je crois que je sais plus pour le tome 2 ce qu'on avait prévu pour le plus haut palier. Tome 3 je sais, mais tome 2 j'ai aucune idée de ce qu'on avait prévu. Un truc stylé sûrement, mais un truc stylé sûrement. Ouais. Ok. Et du coup là tu disais donc si je crois un coffret. Un coffret pour mettre les 2 tomes, tu vois, genre un truc à ranger en libre en rayon, tu vois. Et après on voulait le faire pour le tome 3, mais pareil il fallait qu'on dépasse plus loin parce que ça coûte cher. Ben on sait pas combien ça coûte parce que faut contacter les bonnes personnes pour et je connais pas d'imprimeurs qui le font, donc c'est une autre problématique encore, mais... C'est toi qui gères tout ça ou c'est William plus? Les Ulule, tout ça? C'est moi entièrement, parce que c'est moi qui l'ai un peu lancé dedans, enfin je lui demande pas forcément. Vu qu'à chaque fois que je finis de dessiner un truc, vu que c'est moi qui les fichiers, tout ça, c'est moi qui vais contacter les imprimeurs. Moi j'aime bien apprendre comment marche la chaîne du papier, la chaîne du livre, parce que même si on arrête Dôme du jour au lendemain et qu'on est édité, au moins j'ai les contraintes de l'éditeur, j'ai les contraintes de l'imprimeur. Tu connais la chaîne, tu sais comment négocier dessus, tu sais... Et si j'ai un truc qui me va pas aussi dans ce qu'on discute, je pourrais directement dire, tu vois. Ouais, tu seras pas en mode ah bah ça je connais pas, voilà, bon, d'accord, j'accepte. Je serais pas en position de faiblesse entre guillemets, même si j'ai pas envie que ma relation avec un éditeur potentiellement soit vraiment une question de force, rapport de force. Mais voilà, je pense que
tous les jeunes auteurs devraient faire au moins un bouquin d'auto-édition, personnellement, c'est mon avis. Mais pas une longue série, pas comme nous. Ouais. Juste un tome, quoi. Putain, c'est marrant, je sais plus si c'était Louis ou Christophe Cointeau justement qui me disait pareil. Genre, fais de l'auto-édition, tu vas apprendre tout le métier. Ouais. C'est là que tu apprends le métier et là après... En fait, je pense que Louis, ce que Louis représente, c'est assez bien parce que Glénat fait son boulot de com en l'amenant au Move, à des chaînes Puis internet, aussi etc. sur les librairies avec Sur les les librairies. affiches, les machins. Voilà. les- Mais sur les réseaux sociaux, Glénat, ils sont zéro. Enfin, ils sont pas là. Mais parce qu'ils ont Louis, et Louis, sur les zéros, enfin, sur les réseaux sociaux, Ils c'est un bombardent. boss. Il bombarde. Il est toutes les semaines en salon. Et voilà, c'est sur les réseaux, Sur mais les réseaux, au-delà de et- ça, c'est sur la présence auprès de la communauté. Et la présence, cette présence-là toutes les semaines, il l'a apprise grâce à l'indé. Ouais. Parce que moi, quand je l'ai connu, il n'était pas encore signé, il n'y avait pas encore le projet d'être signé, il faisait ses tomes indés. Et la première fois que je l'ai vu, j'étais allé chez lui et t'avais ces rangées de bouquins dans son couloir et puis J'ai eu la même réflexion quand j'étais faire l'épisode chez lui. Je me suis dit, mais il est où le mur? il y a pas de mur, il y a pas de mur. Et encore, je pense que quand elle est chez lui, il y avait encore plus de bouquins parce que il fait des plus grosses réimpressions parce qu'il vend plus. Puis il y a les flyers, il y a les Ouais, il y a machins, tout. les... Lui, il est fort en tchatch, il est fort Mm. pour vendre son truc en convention, il attire les gens. Il a cette aura, cette énergie, un peu ce Ouais. charisme. Tu vois, moi, je trouve que faire des conventions et se vendre tout seul son livre, c'est super formateur. Par exemple, tu vas faire un pitch de son livre, ça s'apprend de ouf. Ouais. Moi, les premières fois, toutes mes premières conventions, quand j'essayais de pitcher aux gens, à chaque fois, je disais un truc différent, ça durait des plombes, je les perdais, les gens. Enfin, c'est dur. Alors que maintenant, t'arrives Ça à le faire en s'apprend, une quoi. phrase. Ouais, en deux, trois truc un phrases, peu, ça se ouais. fait et tu vois tu t'ajustes en fonction de l'âge, du public, Clairement. de si tu vas le vendre aux parents parce que t'as le gosse à côté, ou alors si c'est juste un ado. Enfin bref, il y a plein de façons de parler d'une œuvre, et je pense que faire des conventions, aller vendre ses trucs, et gagner des sous aussi directement via son art, c'est aussi très satisfaisant, Ouais. je pense, à faire. C'est un peu une consécration pour un artiste de commencer à voir qu'il peut gagner de l'argent avec ce qu'il a produit. Je pense que c'est une consécration pour les jeunes artistes en devenir, parce que bon, ça c'est sémantique, mais le mot artiste, au départ, c'est un métier, quoi. Ouais. Aujourd'hui, l'artiste, c'est plus une Catégorie de personnes. catégorie, une ouais, philosophie. pour moi, quand tu fais de l'art, t'es un peu artiste, tu vois. Ouais. À partir du moment où tu fais de l'art et que tu gagnes ta vie ou pas, c'est pas la question. Mais mettre de la valeur sur son travail, ça c'est un truc que les jeunes artistes ont du mal et que moi j'avais du mal. Par exemple, quand tu fais des commissions, quand les jeunes artistes font des commissions et qui font des dessins qui leur prennent 3 heures et qui les mettent à 20 €, bon bah non, ton art ne vaut pas 20 balles pour 3 heures de travail. Ouais, c'est ça. Personne ne vaut 20 balles pour 3 heures de travail, Ah oui, ça n'existe pas. C'est Dans c'était mon payé à travail. 6 € de l'heure, super. Voilà, ça ne marche pas. Même en service civique, t'es mieux. Ouais, même en service civique, c'est mieux payé, quoi. Donc, mais c'est un travail sur soi-même à faire aussi parce que et justement la rencontre d'autres artistes, ça permet aussi ça. Et faire un livre, tu le vends à un certain prix parce qu'il t'a coûté un certain prix. Ouais. Et du coup, ça met aussi tu vois, une réflexion sur ton dessin, sur ton travail aussi. Un livre, ça coûte cher à faire. Et le vendre à un certain prix, bah, c'est une vraie satisfaction, ça. quoi, aussi. C'est ça. Bah, tu vois, je t'expliquais que j'avais été chez Toan. Mm. Il m'a montré un livre qu'il avait fait. C'était sur c'est sur une BD qu'il avait fait et un jour il l'a imprimé sur un format un peu différent. Ça lui a coûté 100 balles. Mais c'est un format tu sais grand, genre ça doit être du A3 ou je sais Ouais. pas quoi, hyper stylé etc. Mais avec une bordure bien épaisse. Mais 100 balles le livre, tu vois, à l'imprimer. Du coup, genre, tu peux pas l'imprimer, imaginons 100 balles, et si tu veux le revendre derrière, tu peux pas le vendre à 80, même à 15 €, tu vois. Non. T'es obligé de faire une marge dessus. 100 balles, je sais pas qui c'est imprimeur, mais il s'est bien foutu Non, de mais sa c'est gueule. un, tu sais, c'est vraiment genre un, Ouais, non, mais je c'est vois un, le genre. un truc, le truc est comme ça, et que, Ah ouais. limite, c'est un peu mou, tu vois, la couverture, Non, mais c'est une édition de luxe. Pour lui, Exactement, quoi. C'est pas fait exactement, pour- c'est pas pour être vendu. Bah, par exemple, l'artbook de Dôme, à l'impression, il coûte super cher. Ah ouais? Bah ouais, parce que c'est du A4, C'est il y a 200 couleur? pages, c'est full couleur. Il y a du vernis sélectif sur la couverture pour faire briller. À l'impression, il nous a coûté entre plutôt 20 € la Ouais. unité, tu vois. Et on le vend 30. Et après, encore une fois, il y a tout ce qui est économie d'échelle et tout. Plus t'as de potentiel de vente, plus t'achètes en grosse quantité, moins ça coûte cher. Ouais, bien sûr. Bah, l'artbook, au départ, je voulais en faire moins. Mais en fait, en faire plus, ça coûtait pas tant plus cher que ça. Ouais, Donc, c'est ça. j'ai rajouté, je sais plus, 50 ou 100 de plus, parce que quitte C'est à ça. aller plus loin, autant en faire plus, quoi. Mais c'est vrai, mais des fois, t'as quand même une limite dessous. Et tu peux pas aller, même si, oui, plus tu fais de tomes, moins il coûte cher à l'unité. Au moment, Au final, il coûte quand même plus cher. à la fin, t'as juste moins de sous, donc Ouais, c'est ça. c'est pas, faut vraiment penser à les revendre. Bah justement, quand on a fait le Ulule du tome 1 et qu'on a vu l'engouement avec les 200 qui partaient, on a vu les choses en grand. On a imprimé 700 exemplaires du tome 1.
en pensant justement que j'allais faire plein de conventions. Et ces exemplaires ont quand même, au final, pas mal duré, parce qu'il y avait le Covid, et que j'ai pas pu faire de tournée. Et ouais, du coup, il nous en restait 500 à vendre. C'est énorme, 500 bouquins, quoi. Je sais que dans l'indé, en général, c'est plus, les gens, ils font des impressions par 200, 200, 300, on va dire, ouais, 200, 300, pas plus, quoi. On avait vu quand même des choses en grand à l'époque. Et si on revient sur la timeline de Mimo, t'expliques qu'entre le tome 2 et tome 3, t'as eu un coup de mou? En fait, ouais, Parce que trop intense sur le tome 2 ou... Non, si je me souviens bien, c'était plus des trucs personnels, toi, de ma vie. J'avais eu une petite pause, surtout niveau thune. Après, le tome 2 et le tome 2, pareil, il y avait toujours pas de convention qui revenait. J'avais du mal à vendre globalement. Les réseaux sociaux, j'en pouvais un peu plus aussi. Des fois, on fait un burn-out de réseaux sociaux, ça arrive. Clairement. Et quand c'est ton seul moyen de gagner des sous, c'est vrai que ça devient fatigant. Et niveau rémunération, j'avais pas grand-chose, quoi. Donc, ouais, il y a eu... En fait, ça varie vachement comme ça, mon état mental, quoi. C'est juste le moral. Et en janvier de cette année-là, fin de l'année d'après, je rencontre des éditeurs et je me dis, oh bah tiens, je vais rester en indé. Et ça m'a remotivé. C'est vrai? Ouais. Genre un peu toujours le truc shonen. Non, mais la rencontre d'éditeurs me suis dit, mon expérience, voilà, ça joue que sur moi, mais l'expérience ça a été pas très intéressante. J'ai trouvé ça assez vide d'intérêt et je me suis dit, ben en fait, je suis bien indé. Enfin, ça m'a relancé dans le. Tu t'es un peu dit, je peux le faire solo. Ouais, voilà. Ok. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu décides d'ouvrir tout ce qui est Ko-fi, Patreon, etc. J'avais un peu déjà le Patreon et le Patreon justement, faut que je le relance un peu ça. Mais j'avais essayé. Ko-fi, t'as du monde quand même. Mais Ko-fi c'est des achats, c'est plus des pour le shop. Alors que Patreon, c'est des abonnements, ouais. Patreon, c'est des abonnements où je mets les chapitres en avance. J'essaie d'être actif dessus, mais c'est dur. Là, l'année dernière, chaque chapitre mettait au moins 3-4 mois à se faire. Du coup, j'avais pas grand-chose à proposer aux gens sur Patreon. Mais en fait, l'année dernière, ouais, j'avais un plutôt bon rythme en termes de dessin. J'avais l'impression d'avancer. Mais à chaque fois qu'on me demandait où j'en étais, je disais, oh bah, il reste 50 pages. Et 2 mois plus tard, il restait toujours 50 pages. Et les chapitres mettaient du temps. Le tome 3, je me suis donné niveau dessin, mais il m'a pris un temps fou. Et l'année dernière, je n'ai fait que le dernier tiers du tome. Ah ouais? Et ça m'a pris un an. Ouais. Pour faire un tiers de tome, c'est un rythme. C'est un rythme débile. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc là, l'idée du tome 4, qu'on va se lancer dessus sûrement mi-février, le temps qu'on se prépare, qu'on écrive un peu tout, ce sera de garder le niveau de dessin, mais d'aller plus vite. Et justement, vous écrivez ensemble avec William? Ouais, c'est lui qui a les idées claires, qui a la timeline entière dans sa tête. Moi, j'avoue que j'ai à peu près tout, mais je perds des choses au fur et à mesure, donc c'est lui qui me rappelle. Non, des fois j'ai des idées de scénario et donc je vais en parler, des idées de personnages, et c'est lui va venir, on va avoir un échange et il va me dire ok là je pourrais l'intégrer là, il va me dire non là j'avais un personnage à peu près similaire, et inversement il va avoir des idées de personnages de scénar, on va en discuter, c'est vraiment un échange. Ça reste lui qui a le dernier mot, qui à la fin m'écrit un texte. Okay. Des fois il m'envoie des textes et je suis surpris de la lecture, je lis le chapitre, je fais ah ouais ça se passe comme ça. Parce que des fois il a des inspirations en pleine écriture, donc il va un peu changer. Okay. Et je l'autorise, parce que Dom c'est son terrain d'expérimentation en termes de scénar, il s'amuse. Tout comme lui m'autorise à expérimenter en termes de graphisme. C'est vrai que des fois, il me laisse m'amuser. En fait, à chaque fois, je lui montre le storyboard et je lui dis alors, t'en penses quoi? Il me fait vas-y, fais tes trucs. Et c'est vrai que des fois, j'adapte. Imaginons dans son texte, je trouve un dialogue qui passe pas très bien. Il passe bien en écriture, mais il passe pas très bien en BD. Bah, je vais le changer un petit peu, le réécrire. Et lui, ça le dérange pas. On est dans l'adaptation constante et ça nous dérange pas. Okay. On aime bien cette dynamique. Ouais. C'est cette dynamique. Moi, j'ai pas grand-chose à lui reprocher puisqu'au final, je trouve que ce qu'il écrit, ça me plaît. Et lui, il trouve que ce que je fais, ça lui plaît. Donc, enfin, en tout cas, je pense. Donc voilà, il y a ce truc de surprise et de liberté qu'on s'offre, qui est là aussi parce qu'on n'est pas édité. Donc on écrit chapitre par chapitre. Ouais, c'est ça. On n'a pas le tome à écrire d'un coup, parce que souvent les auteurs édités ils font le tome, ils écrivent le tome, ils font le storyboard du tome, ouais, c'est et ça. après ils font les pages du tome. Alors vous, c'est step by step. Chapitre par chapitre, donc entre chapitres on peut avoir des idées différentes, faire des 180 sur certains personnages. On marche plus comme les Japonais en fait, que dans la construction du scénario, où on a une ligne directrice, mais c'est un peu plus au jour le jour. Ouais, au jour le jour, plus que construire comme les auteurs édités. Carrément. Ces auteurs édités, ils font un peu comme si c'était de la BD franco-belge, où ils construisent le livre en lui-même, quoi, le tome. Ce qui peut être un bon point pour la gestion du rythme, mais un mauvais point pour
les auteurs qui veulent absolument placer leur cliffhanger à la fin de leur bouquin, mais du coup, il y avoir un coup de mou au milieu. Ouais. Ou alors, ça laisse pas de place à la spontanéité ouais, aussi. c'est ça. C'est que, par exemple, toi, ouais, tout con, hein, mais One Piece, chaque chapitre, il y a un retournement de situation ou un teasing à la fin de chaque chapitre. Donc en fait, il pourrait finir son manga, enfin son tome, à chaque chapitre. C'est ça. Ça pourrait être une bonne fin de tome. Il se pose pas la question de, oh, mon fin de tome, faut que ce soit ça. Non, à la fin de son tome, c'est quand il a fait 10 chapitres et qu'il y a 200 pages. Ouais, il s'en fiche du reste. Et nous, faut qu'on fonctionne un petit peu là-dessus, parce que nous, on est quand même à vouloir des bons cliffhangers à la fin de nos bouquins. Donc, on marche à moitié dessus. C'est pour ça que le tome 3, il fait 260 pages, parce qu'on voulait finir sur un point précis, Clairement. et pas finir sur le début de quelque chose. On voulait vraiment amener une petite clôturation au truc. Mais nous, c'est plus parce que on sait pas où est-ce qu'on va par la suite. Tu vois, à chaque tome, je te l'ai dit, on discute si on fait le suivant. Donc, ça, c'est drôle. on voulait pas finir sur un truc OSEF, quoi. Fallait que ça marque. Fallait qu'on finisse que ça marque. Le tome 2, ce qu'on avait fait aussi, on avait rajouté un chapitre en plus, juste pour que ça marque. Et pour finir ça un vrai bail, pour faire attendre les lecteurs aussi, parce que Faut on a faire envie de les garder, patienter, quoi. ouais, bien Faut sûr. patienter. Et tu vois, dans ton discours, il y a quand même un truc qui revient, c'est le fait que vous essayez des choses. Ouais. Et toi, moi je le remarque pas mal dans le dessin notamment, c'est vrai que des fois il y a des cases où elles sont travaillées, mais ça se voit, t'as passé du temps, de malade, et vraiment la case d'après, c'est genre ça pourrait presque être des bonhommes bateaux, tu seras en mode ok. Et tu vois, moi je trouve c'est hyper cool que d'avoir cette liberté justement de faire ce que t'as envie de faire. Et aujourd'hui, toi, tes points forts, tu les vois où? Mes points forts, je dirais que ça vient de déjà les personnages. Globalement, je pense que c'est ce que j'ai le plus travaillé. Les décors sont venus après en termes de travail artistique. Au départ, les décors, c'est vraiment une tannée. C'était quelque chose que je voulais pas faire, les décors. Donc, logiquement, ça se ressent sur le tome 1 et le tome 2. Quand j'ai pas envie de faire le décor, ça se voit, il y en a pas. Ou alors ils sont moches. C'est très simple. Le tome 3, j'avais envie justement de plus avoir j'avais plus envie qu'on pense ça. J'avais le tome 3, c'est le tome où j'ai voulu être le plus régulier, le plus clean sur la plupart du temps, qu'on puisse l'ouvrir et se dire ok, ça c'est pro, et pas tomber sur une page où ça pourrait faire l'inverse. Donc tu commences aussi à avoir un souci du un rendu minimum. Ouais, le tome 3, notre but c'est d'avoir un rendu pro. C'est de nous dire on n'a rien à envier à ce qu'on peut trouver dans le manga français professionnel, qu'ils aient des assistants ou pas. Qu'importe, que ce soit seul ou pas. La plupart des mangas français ont quand même un truc de travail un peu clean, ça dépend. Mais en général, ils sont plutôt clean dans le décor, dans le composition. Ils sont aussi plus âgés, les auteurs, mais ça, c'est autre chose. Donc voilà, je vais pas me comparer à des gens qui ont plus d'expérience, c'est pas la question. Par exemple, j'adore le travail de Géraud. Peut-être que j'aurai le niveau de Géraud dans 5 ans. Ouais. Et ça me dérange pas d'attendre et de grind pour atteindre ce niveau-là. Je suis pas dans l'optique de vouloir à tout prix atteindre le niveau de popularité de Tony Valente ou de Ron Herman. Non, ça se construit avec le temps. Et eux, à mon âge, s'ils n'avaient pas le succès que j'ai aujourd'hui, en fait, presque. Mais du coup, dans mon dessin, je dirais les personnages, les perspectives un peu forcées que je peux faire. Les déformations. Les fichailles. Surtout sur les personnages. Sur les personnages, ouais. J'essaie justement de... Quand ils vont mettre un coup de poing, quand ils vont utiliser tout leur corps qui se tord pour... Et en même temps, je dirais que les scènes d'action, c'est pas non plus tout le temps mon fort. Et je m'entraîne. Mais je trouve les scènes d'action extrêmement dures à mettre en scène. Et pourtant, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que pour s'entraîner, il faut en faire, quoi. C'est toute la question. Là, dernièrement, c'est Sakamoto Days qui m'avait bluffé en termes de scène d'action et qui m'a donné envie de me repousser sur la question de la mise en scène et de l'utilisation du décor aussi. Donc, j'ai envie vraiment d'avoir des beaux décors par la suite et moi, j'essaie d'être un peu rond aussi en termes de qualité, de pas avoir un pic de qualité sur un tel domaine et le reste était voilà, j'essaie d'équilibrer. Là aujourd'hui j'essaie d'équilibrer. Avant vraiment je dirais que c'était les personnages et l'action et les scènes d'action, mais aujourd'hui je vais te dire que sur le tome 3 je me suis beaucoup plus donné sur les décors que sur les scènes d'action dans le tome 3 en fait. Le tome 3 des fois il y a des scènes d'action sympas en plus, mais vraiment sur les décors je me suis vraiment buté. T'as passé du temps. Ouais, j'ai passé beaucoup de temps. En plus Dôme, j'ai pas le choix, c'est dans le futur, c'est des bâtiments, c'est de la ville. Pour l'instant on est que dans la ville. Les bâtiments quand c'est bien fait, ça se voit pas trop. C'est un peu ça qu'un gras avec les décors, c'est qu'un bon décor, il est caché, et un mauvais décor, il se voit de ouf, quoi. Quand la perspective est mauvaise, quand il y a un truc qui va pas dans la gestion du bâtiment, tu le captes, quoi. Et alors qu'un beau décor, tu vois. Genre, t'as plein de mangas shonen, les gens ils parlent des dessins des personnages, machin, mais quand tu regardes les décors, les assistants, c'est des monstres. Mais personne va citer des décors, tu vois, genre... Est-ce que t'as déjà entendu quelqu'un parler de décors de Fairy Tail ? Bah, franchement, là, comme ça, non. Après, tu vois, si on prend
Des fois, sur One Piece ou quoi, quand ils dessinent tout Wano ou tout Marineford, ça c'est quand même des décors, mais parce que dans la page, il y a que des décors. Ouais, quand c'est la décor mise en valeur. Mais je veux dire, Dans le t'as des- naturel, dans le oui. naturel, dans les cases qui se suivent, qui s'enchaînent, que ce soit des décors de Jujutsu Kaisen, de Sakamoto Days, de Fairy Tail One Piece, les décors sont fabuleux, sont ultra bien faits, mais les assistants derrière, c'est fou furieux, c'est des gros monstres. Mais on n'y pense pas. Ouais, Et c'est vrai. pas grave, parce qu'ils sont pas là pour se dire à chaque fois, va y avoir les fans de dessin et qui seront là, et tant mieux pour eux, qui seront présents et qui vont dire, oh, comment il a fait ça, oh, c'est super stylé. Mais sinon, ils sont là pour mettre un cadre, et c'est pas le plus important, et c'est pas grave, mais c'est juste qu'en tant que dessinateur, quand tu commences, c'est frustrant de passer beaucoup de temps. C'est un truc que les gens vont beaucoup moins remarquer. C'est ça. Ou recopier, tu vois, tu vois, le plaisir d'un auteur de manga quand les gens recopient tes cases en mode, oh, je m'entraîne en copiant ces cases, tu vois. Bah, ça, personne ne fait ça des décors. Enfin, c'est très rare. Personne redessine les décors, c'est vrai C'est que assez rare. Enfin, bref. Là, je sais d'arrondir mon cercle, niveau, ouais. mon niveau de talent pour, le tome 3, c'était pour se dire, on n'a rien à envier aux auteurs édités. Et le tome 4, du coup, c'est quoi l'objectif? Aller plus vite. Aller plus vite, ok. Pas mettre 2 ans à faire un bouquin, quoi. Carrément. C'est plus ça. Et tu vois, moi je te posais cette question, c'est aussi parce qu'au fur et à mesure des épisodes, il y a quand même plusieurs fois où Dom ça a été abordé, et c'est vrai que le chara-design des persos, il est toujours revenu. Il y a même Konkuro, l'épisode avec Konkuro, quand j'ai demandé la recommandation lecture à la fin de l'épisode, ils ont dit Dom, tu vois. Donc ça c'est très chouette, et Géraud, bah pareil, il le dit, hein, la cicatrice de Junk dans son tome, ça vient de Dom, donc en vrai c'est cool que, tu vois, t'as rien à envier aux auteurs pros. Et même les auteurs pros, ils prennent un peu de chez Dom, tu vois. Donc c'est cool. Ouais, bah en vrai, je sais pas si ça pour rigoler ou pas, Jérôme, parce qu'on a beaucoup vanné aussi de notre côté. Mais Dome, c'est une histoire qui date. Et contrairement à des auteurs qui doivent faire un projet en 1-2 ans, enfin prévoir leur projet en 1-2 ans, même pas, et de faire des chara design sur la volée, ce que je fais quand même. Mais sur les chara design principaux, on va dire, Dome, ça existe depuis le collège. Les chara design, ils ont bien évolué, mais ils ont maturé un peu, on va dire. Et ils sont simples. Et ils sont pas non plus. Non, mais tous les persos, ils sont hyper identifiables. Les persos sont identifiables et c'est ce qui compte, je pense. Et je suis beaucoup influencé par My Hero Academia, par One Piece, par Gashikuta, par. Ouais, t'as pas peur de déformer les proportions? Non, j'ai pas peur du tout. Tu vois, j'adore dans One Piece la différence d'échelle, de taille. Et dans Dome, j'essaie de me calmer là-dessus parce que je suis trop du genre à faire des méchants gigantesques. Mais quand j'ai fait l'artbook, où j'ai fait la présentation des personnages, je sais plus le nombre de personnages qui faisaient plus de 2 mètres. C'est vrai. Il y a un moment, il faut que je me calme. T'as déjà trop avec des Zunesha. Ben, moi, mais tu vois, l'échelle entre moi, je m'en suis rendu compte à Kaido, enfin, Luffy contre Katakuri. En fait, au départ, je comprenais pas que Katakuri faisait 5 mètres. Je trouve que Oda, avec Katakuri, on avait eu du mal à comprendre l'échelle au début. Du mal à situer parce qu'ils sont tous très grands dans la famille de Big Mom. Donc, c'est dur de savoir quelle taille il fait vraiment. Et face à Luffy, je me suis dit, c'est la bête contre le héros. C'est David contre Goliath. Et ça accentue avec Big Mom ou avec Kaido, qui sont plus des entités limite que des personnages dans leur affrontement, quoi. C'est des créatures. C'est des créatures, quoi. Ils sont bien mis en avant là-dessus, et il y a pas besoin d'être gigantesque pour être fort, hein. On voit bien Shanks, il a une taille normale. Clairement. Bah, même tous les membres de l'équipage de Luffy, à part Frankie et Jinbe qui sont un peu plus grands, et encore. Et Brook aussi. Et Brook, c'est vrai que Brook, mais tu vois, ça reste du 2 mètres, Brook, je crois. Ouais, 2 mètres et quelques quand même, 2 mètres 30, ou il y a l'afro qui gagne. Ça peut être humain. Ouais, c'est ça. Ça peut être humain. Bah, c'est pareil, moi, personnages qui font 2 mètres 30, mais ça existe, mais genre, je sais pas, j'aime bien le David contre Goliath, le héros un peu petit, tu vois, un peu la trope de FMA où Edward il est tout petit et il se bat que contre des gens grands. J'aime bien ce concept-là. J'aime les monstres de nature, quoi. Donc c'est aussi quelque chose. Après, on peut toujours trouver des justifications scénaristiques avec le pouvoir, avec le machin, le truc. Bon, ça c'est un peu c'est vraiment. Des fois c'est tiré par les cheveux. C'est tiré par les cheveux pour se donner des fausses excuses, quoi. Donc il y a un moment, c'est juste un plaisir de dessiner des grands personnages. Et niveau chara design, ouais, j'ai eu de la chance d'avoir trouvé des petites pépites qui aujourd'hui sont utilisées de partout. Mais c'est pas moi forcément, mais tu vois le chara design de Banane, un personnage qui s'appelle Banane, qui est une vieille avec 2 mèches devant, les cheveux attachés et les cheveux restés à côté, qui est super forte, badass. Le nombre de personnages que j'ai vu avec des chara design pareils ces 2 dernières années, c'est formidable. Ah ouais, il y en a tellement. Et j'ai l'impression
de me faire plagier par des gens qui me connaissent pas. Mais Bah, en tant fait, mieux. après, peut-être que moi aussi, j'ai été influencé par quelque chose. Tu vois, Ouais, donc c'est ça, et qu'il y a eu la même influence qui est c'est au un fond de cycle. Hein. toi, et que du coup, ouais, Tu vois, clairement. en ce moment, le personnage principal, sa tenue, c'est un débardeur col roulé. Ils ont tout ça en ce moment, les personnages de héros. Ouais, c'est Enfin, tu vrai. sais, c'est une tenue qui est assez basique en ce moment. Il y en a plein. Et en fait, il y a une, la mode des personnages, la mode du chara design, la gestion de tout ça, qu'on le veuille ou non, on est influencé par d'autres choses et des fois, ça peut être similaire sans qu'on le veuille, sans qu'on le sache. On n'a pas, c'est pas grave, tu vois, mais juste, C'est ancré, en fait. ouais. C'est des trucs qui sont ancrés en toi. Historiquement, dans 20 ans, on pourra revoir cette période-là et faire, OK, à ce moment-là, il y avait plein de personnages qui étaient comme ça, et comme ça, et Exactement. comme ça. Et tout comme à une époque, quand, tu vois, quand c'était l'époque des films de Schwarzenegger, Rambo, machin, où c'est les gros muscles, bah, dans le manga, t'avais Tetsuhara avec Hokuto no Ken, t'avais Araki avec... c'était des gros muscles aussi à l'époque, Ouais. tu vois. Et en fait, on peut suivre des modes, des ambiances qui se suivent, que ce soit dans le manga français. Tu vois, par exemple, Dan Dan Dan, quand les premiers chapitres sont sortis, les gens étaient au départ plus ou moins intéressés, mais nous, en tant qu'auteurs de manga français, entre nous, on était tous en mode oh, t'as vu ce truc-là, c'est trop bien fait, les perspectives, les fichiers et machin. Et t'avais Renaud qui avait direct acheté les tomes en japonais C'est vrai? qu'ils avaient commandé, Giro aussi. Avant tout le monde, on avait vu que ça allait tous nous inspirer. Qu'importe que ça allait marcher ou pas pour le lecteur principal, comme Gashikuta, c'est des œuvres qui, pour les dessinateurs, nous auront marqué quoi qu'il arrive. Ça devient des références. Ça devient des références. Tu vois, par exemple, Gashikuta, en ce moment, je suis un peu comme ça devant l'histoire, ça m'intéresse pas trop. Mais j'ai acheté quelques tomes, au moins pour la référence artistique, quoi. Graphique. Graphique, parce que Hmm. c'est vraiment le genre nouveau du manga, tu vois. Ça représente un peu la nouvelle génération. Et en tant qu'auteur, des fois, c'est bien de s'intéresser à... Moi, je suis un auteur qui aime l'actualité, qui aime le nouveau manga. Ouais. J'aime bien les vieux aussi, mais je suis pas du genre à rester dans mes années À 2010. rester enfermé, ouais. Moi, j'aime la nouveauté et j'aime lire des choses qui vont me surprendre et qui vont tenter des choses. Donc, ouais, je suis très, tu vois, sur Manga Plus, dès qu'il y a un truc qui sort, T'es au taquet? je lis. Et puis, si ça se trouve, c'est nul, c'est pas grave, mais je lis, tu vois, je découvre des super choses. Kajiki Chef, Dan Dan Dan, c'est des trucs qui m'ont capté au final, tu vois. Si on revient rapidement, mais tu parlais qu'à un moment c'était un peu la galère financièrement, Ouais. etc. Aujourd'hui, t'as réussi à trouver un équilibre? Non, Pas encore? pas encore. En fait, là, en ce moment, j'ai un petit travail, donc, Ça va. mais c'est un petit travail qui va se finir là dans le mois prochain. Donc, je sais pas comment ça va être pour la suite. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est plus de conventions. Plus de C'est con, hein, mais Louis, il gagne sa vie comme ça. Ouais. Avant d'être édité, il gagnait sa vie parce que toutes les semaines, il Il se bougeait. butait sur Voilà, les il se conventions. butait sur les conventions. Ça, c'est de l'investissement, c'est avoir son planning, prendre du temps pour le faire, avoir aussi une trésorerie derrière pour payer les déplacements et prendre en avance le logement, les Les déplacements, stands, les le logements, stand. machin, les trains. Là, par exemple, en fin mars, je vais en Suisse pour la Polymanga. J'ai été Bien sûr. sélectionné. Donc, le stand est gratuit. C'est cool. Mais par contre, aller en Suisse d'Angoulême, c'est un peu cher. Et le logement à Lausanne, voilà, ça, en Suisse. Tu pleures. Voilà. Clairement. C'est cher. Et en fait, ça, c'est avoir des sous en avance. Et moi, à chaque fois, je suis un peu, T'es en flux tendu. en flux tendu, quoi. Je gagne des sous et en fait, c'est pour la prochaine convention, etc. Mais quand j'avais le tome 1, j'avais cette envie de faire plein de conventions. Covid, et ça m'a un peu bloqué. Bien et sûr. j'ai jamais pris le rythme, du coup, j'ai jamais retrouvé cette envie que j'avais au tout début de faire plein de conventions et je commence à m'y repencher, Ça, à c'est contacter des libraires, etc. Et essayer d'aller dans le circuit aussi libraire parce qu'avant, je pensais que aux conventions Ouais. manga. Mais les conventions manga, bah, voilà, c'est cher. Faut se déplacer de façon Puis, plus difficile pour ouais. se déplacer. Faut tout payer, alors que les libraires des fois peuvent aider pour le déplacement, Clairement. le défraiement et l'hébergement. Cette année, ça va être l'essai de plus tourner en France, en Suisse, Belgique si j'y arrive, et voir si ça marche. Avec les 3 tomes, avec l'artbook. Là, j'ai atteint un stade où j'ai beaucoup à présenter. La France ne me connaît pas, donc ça sert à rien que j'attende trop. Si j'attends 5 tomes pour faire une tournée Non, avec française, 3, t'es déjà bien avec pour... 3, déjà qu'avec 3, je vais en convention, et à la moitié, ils vont prendre que le tome 1 pour essayer. Ouais. Donc voilà, faut pas que j'attende trop. Déjà, les peu de conventions que je fais, je sais que j'ai des lecteurs un peu habitués qui vont revenir pour la suite parce que je les ai déjà revus, etc. Donc
je sais que pour créer un lectorat, il faut que je me déplace à chaque fois aux mêmes conventions et revenir année après année pour qu'ils puissent prendre la suite, en fait. Donc, il me faut que je commence ce circuit-là. Et je verrai si ça marche ou pas. Donc ça veut dire que la vente des tapis de souris Banane et Joël, ça suffit pas pour vivre? Non, parce que j'en ai vendu qu'un de sec pour l'instant. Il faut que je relance le truc. Mais là, en ce moment, il y a plein de lulles de potes, alors j'ai pas envie mais je rigole, de forcer. C'est pour la petite vanne. mais... Non, ça ne suffit pas. Oh, j'aimerais que ça suffise. Hein, et les tapis de souris, ils m'ont fait rire. Je savais pas que t'avais fait ça, ça m'a fait rire quand je suis tombé là-dessus. Et justement, tu parlais de tes objectifs un peu 2024, de faire plus de librairies. J'ai noté aussi que t'avais d'autres objectifs, qui était de déménager déjà. Ouais. Parce que notre appart n'est pas terrible. On en a un peu marre et puis on a besoin de nouveau, de murs blancs, de lumière, on a besoin de changer. Après de sortir au moins un livre, ça revient avec ton objectif d'aller plus vite. Ouais, on est en début d'année. Le tome 2, on avait mis 10 mois à le faire, avec un chapitre par mois. Là, ce serait le même objectif. Même objectif. Et là, vu qu'on a envie d'aller plus loin, avant, je disais justement on finissait sur des choses qu'on avait envie de finir notre bouquin, donc on se forçait à faire plus de pages pour arriver à un cliffhanger qui nous plaisait. Là, avec le tome 4, on va arrêter un peu cette mentalité et faire chapitre par chapitre. Et quand on atteint 200 pages, le tome est fini, point, et on passe à la suite et on imprime. Donc arrêter cette réflexion constante de où est-ce qu'on s'arrête, de se limiter sur le nombre de pages de certains chapitres parce que mais faut qu'on parle de ça quand même à la fin, ou alors de mettre trop de pages dans un tome, quoi, et de nous retarder. Donc voilà, d'essayer d'avoir un rythme constant et d'avoir des tomes constants en termes de pages et en termes de production, et juste de se professionnaliser en fait sur la production. Peut-être qu'il fera 230 pages, hein, peut-être qu'il fera 250, mais voilà, aller plus vite, au moins finir un bouquin, le tome 4, peut-être un projet annexe, si on a envie de faire un projet annexe, on verra. Mais pour l'instant, le tome 4, on aimerait bien le faire avant la fin de l'année, qu'il sorte en papier ou pas, qu'importe, juste le finir en termes de travail, quoi. Quand les chapitres sont finis, après l'impression, c'est une autre question, savoir où est-ce qu'on en est au niveau du LUL, des sous, etc., comment on gère aussi. Ça, c'est une autre question qui se verra plus tard, mais on verra au moment donné. Là, je vais te laisser le micro, parce que je vais te laisser 2 minutes, parce que je vais pas avoir le temps de faire un épisode avec lui avant la fin de son Ulule. Ouais. Du coup, je vais te laisser, t'as 2 minutes pour encourager le Ulule de date sur Road to Center, donc le tome 2. Ouais. Comme ça, moi, ça me permet, j'ai un petit truc à vérifier sur une de mes questions où je suis pas trop sûr. Ouais. Et ça te laisse le temps de faire la promo de date. Tu regardes celle-ci. Ok. Écoutez-moi bien, les amis. Il y a un Ulule en ce moment. C'est celui de Date, ou autrement appelé Date Yoshi. Il est jeune. Il a 21-22. Il a fait 5 tomes de son manga en format digital. Il a un nombre fou de pages. Son manga, il est hilarant. C'est un manga humoristique qui reprend les codes de MHA et qui les détruit, qui les change, qui les casse. Et il s'amuse avec ses personnages à faire un cadre ultra humoristique et ultra débile et à implémenter des concepts sérieux dedans et te surprendre au dernier moment avec des émotions que tu pensais pas voir devant. Là, il fait son Ulule du 2e tome. Il faut lui mettre des sous parce que c'est formidable. C'est mon manga préféré d'Internet. C'est le manga préféré d'Internet de Gero, je le dis à sa place, j'en ai rien à foutre. C'est validé par Toriyama, voilà, je le dis. Le tome 2 est incroyable. Il a tout redessiné, c'est un taré du dessin. Il fait 3 chapitres dans le mois, c'est un malade. Et en termes d'humour, c'est le plus drôle. Foncez, il y aura des goodies, des machins. Il faut supporter le manga français, l'indé. Les Lul en ce moment, c'est pas trop ça, donc voilà. Allez-y à fond. Le Ulule, je sais pas quand il se finit, mais vous aurez le temps de vous y mettre. Donnez un peu de sous, s'il vous plaît. Eh ben super, c'était l'instant promo de pour date. Très bien. Moi, mon Ulule, c'est pas maintenant. Hein. On n'y est pas. Là, quand ton Ulule sortira, j'irai faire un épisode avec date et je lui demanderai. Ouais, s'il te plaît. Ça va être marrant. Du coup, ça m'a permis de vérifier ma question. J'étais pas sûr du nom, mais j'ai une question de la part de Simon Hutt, justement pour toi. Est-ce que Wes Anderson a lu Dom? Non. Wes Anderson me connaît. Donc, c'est vrai? Ouais, non, en fait, Angoulême a été le théâtre du tournage du film The French Dispatch, qui est l'avant-dernier film de Wes Anderson, qui devait sortir pendant le Covid, qui a été retardé, enfin bref. Donc il a été tourné à Angoulême. Il y avait beaucoup de figurants dans ce film. Et moi, comme le quart des Beaux-Arts et le quart de la ville, on était engagés dans la rue, quoi,
comme on était démarché dans la rue pour être Figurant. figurant. Faut savoir que Wes Anderson, c'est lui qui compose ses cadres, et dès qu'il y a peu de figurants dans la scène, c'est lui qui les choisit un par un, quoi. Ok. Donc ça veut dire que c'est Wes Anderson qui te choisit pour la scène. Après, il a mis 5 secondes à te choisir ou pas, tu vois, mais il t'a choisi. Ensuite, t'as les sièges de costumes. J'essaie les costumes. Je reviens plusieurs fois parce que les costumes vont pas. Et du coup, c'est Wes Anderson qui valide ou pas mon costume. Donc, pareil, ça revient plusieurs fois. Je reviens plusieurs fois devant lui, sans qu'il me voie, mais juste on lui envoie des photos de moi dans la tenue, etc. Et mon prénom, Mimo, c'est un prénom unique. Ouais. Donc, il a tilté, ça, il a retenu. Et j'arrive sur le tournage, il dit bonjour à tout le monde, et les gens se présentent, tu vois. Et il vient vers moi, et là, il me dit, Hi Mimo. I'm Wes Anderson. Et je lui fais, non, c'est pas comme ça. C'est moi qui dis Hi Mimo. Moi, je sais que tu es Wes Anderson. Pourquoi c'est toi qui te présentes? C'est là, et j'étais un peu genre, c'était en mode, oui, bah, je sais qui t'es, frérot. Enfin, bref. Et je pense que juste le fait de voir plusieurs fois mon prénom revenir parce que j'ai dû refaire les essais et qu'il est assez spécial, et que c'était un peu c'est pas un close-up, mais je suis quand même pas trop loin de la caméra. Il a retenu mon blaze, quoi. Mais après, il m'a bien évidemment oublié depuis 4-5 ans, là. Mais en tout cas, pendant un instant, Wes Anderson connaissait mon blaze. Il connaissait plus que moi, tu vois. Genre, c'était assez lunaire. Ok. Et c'était très fun. Avant de passer aux 2 questions de fin, je vais te poser 3 questions. Ouais. C'est 3 questions sur Dom. Ouais. Faut que tu répondes très vite. Très bien. Selon son t-shirt, quelle est la ville préférée de Joël? C'est New York. Ouais, excellent. Sur quelle joue la cicatrice de Rico? Gauche. Exactement. Qu'est-ce qu'on dit dans Dom après avoir gagné un bras de fer? Putain, je sais même plus ce qu'il dit. Evlan. C'est tout. Voilà. Dans les autres, je savais. Là, j'ai vu l'image, mais alors là, celle-là. Une petite question juste un peu rigolote. Pour arriver sur les questions de fin, du coup, la première, c'est une reco lecture. Un truc que tu kiffes et que t'aimerais partager. Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Parce que j'ai les yeux rivés sur ma collection de mangas. Donc ouais, parce que je suis en train de la balayer. Non, mais les mangas japonais, c'est bon, ils ont bien assez de choses. Non, moi, je veux dire Le Collège Noir, qui est un dessin animé de La Cachette, je crois. C'est un petit dessin animé adapté d'une bande dessinée du même nom, Le Collège Noir. Il y a pas beaucoup d'épisodes, moins de 10. Ça se regarde très vite. C'est très bien animé. C'est très dense, les musiques sont folles. Et j'ai trouvé ça très agréable. Ça se passe dans le Cantal, enfin dans le milieu de la France, dans les montagnes françaises, c'est paumé, et ça reprend le folklore, le côté démon, sorcière, Baba Yaga, le croque-mitaine, etc. Avec des gosses qui essaient de retrouver des traces de leur ami. Ils savent qu'il est décédé, mais ils savent pas comment, ils savent pas où, et ils font un peu cette recherche dans les montagnes, dans ce paysage, et ça donne très envie de lire la suite. J'hésite à acheter la BD et à me spoil un peu le reste, ou à attendre la sortie de la saison 2. La saison 2. Et alors, j'aurais aimé faire un lien encore plus rigolo parce que ça aurait été cool, mais je suis à La Cachette, je suis au boss Jimmy Césure qui a fait le trailer de Dome. Ok. Alors, il n'a pas bossé sur ce projet-là, il bossera sur un projet qui a même pas été annoncé. Je sais même pas c'est lequel, il m'a dit juste c'est top secret. Mais voilà, c'est un studio pour lequel il bosse. Et qui a bossé aussi pour Primal de Genndy Ratasovski, le gars qui a fait Clone Noir en 2D. Okay. C'est un Primal aussi super, c'est un homme des cavernes et un T-Rex qui s'allient pour aller taper des monstres. Chaque épisode, c'est juste eux deux qui vont taper des monstres, et c'est trop cool. C'est très bien aussi. Ok. Mais ouais, Le Collège Noir, j'ai super bien aimé dernièrement. Donc Le Collège Noir. Ouais. Ce sera la reco de Mimo. Ouais, c'est très bien. Moi, ça sonne bien. Ouais, ça change un peu. Ton prénom est facile à faire mimer avec des choses. Ouais. Rimer avec des choses. Et on arrive sur la dernière question. Ouais. Le conseil de Mimo, c'est un conseil de vie de mangaka, de ce que tu veux. Je pense c'est de pas trop se mettre la pression. En tout cas, je parle pour les auteurs, limite, ou pour les auteurs en devenir, pour les gens qui ont envie de faire de la BD ou faire des projets artistiques, qui sont jeunes. Je pense c'est de pas se mettre une pression de date et d'âge. Je pense qu'il faut pas se mettre trop de pression à vouloir sortir très vite un bouquin en ayant d'exemple des potes qui sont des cracks. Moi, je sais que j'ai des amis à 16 ans qui dessinaient mieux que moi aujourd'hui et qui sont entrés au Gobelin, qui, je sais, dans 2 ans font des trucs de fou et qui seront à la tête de projet, qui feront des BD de malades. Mais faut pas trop se comparer et juste aller à son rythme et sortir ses trucs de son côté. Voilà, pas trop se mettre en compétition, surtout avec soi-même, et pas trop se forcer à se dire. Moi, par exemple, je me souviens quand j'avais 18 ans, sur mon portable, j'avais mis une note pour genre 2 ans plus tard, genre quand j'avais 20 ans, en mode si t'es pas édité avant tes 20 ans, t'es une grosse merde, tu vois. Genre en mode pression pour moi-même, tu vois, en mode Bakuman. Mais on s'en fout, c'est pas important, quoi. Ouais.
les expériences que j'ai eues en tant qu'indé m'ont plus apporté, m'ont beaucoup apporté, que j'ai apprécié ou pas. Moi, en tout cas, j'ai plus cette vision-là aujourd'hui de trop vouloir forcer à aller le truc. Voilà, avoir un rythme qui est le vôtre et pas se mettre en compétition, se dire oh telle personne a fait tel truc, faut que j'arrive au même niveau, etc. On n'est pas. Faut pas se comparer en fait. Réussir dans le manga français, ça veut pas dire Renaud Le Maire ou Tony Valente. C'est tout un panel plus large et si ça se trouve ça marchera pas, mais c'est pas grave. Voilà, c'est ce que j'ai envie de promouvoir un petit peu, c'est le recul qu'on peut avoir sur soi et tout. C'est bien. C'est un beau conseil. Bravo Mimo. Merci. C'est un clap de fin de tournage. Ouais, quand j'étais avec Simon au resto, j'ai débloqué parce que la dame elle est arrivée, elle a donné une expression que je connaissais pas et maintenant j'ai décidé que ça serait le clap de fin des épisodes et c'est tout simplement finito pepito. Finito pepito. Ouais. C'est parfait ça. Finito pepito. Finito pepito.